merci beaucoup pour cette invitation. Très heureux d'être parmi vous. Alors, je proposais ce titre un peu provoque pour aller vite dès le matin sur créer après l'intelligence artificielle. Moi, je suis arrivé, merci beaucoup, à l'intelligence artificielle par des questions d'économie, de savoir comment est-ce qu'on allait pouvoir créer des projets économiques à impact sociétal fort. J'ai la chance d'avoir créé Anima et du coup de travailler avec mon équipe ici sur des projets notamment avec l'ONU, dont je vais parler rapidement, où on se demande comment est-ce que justement on peut être créatif dans la manière dont on utilise l'intelligence artificielle pour résoudre des grands problèmes de société. Et puis, mon histoire un peu bizarre, c'est que je suis obsédé, passionné par la création aussi dans le champ de l'art, et que du coup, sur la thématique de la journée, un petit peu de savoir comment l'intelligence artificielle allait nous permettre de définir de nouveaux modes de création, je me suis permis de me demander comment on allait pouvoir intégrer ce champ-là de la création dès le début. Donc, je vais démarrer cette présentation par des images un peu étranges. Alors, créer après l'intelligence artificielle, pourquoi donc j'ai 20 minutes pour aller vite sur ce sujet. On raconte à qui veut l'entendre que l'intelligence artificielle progresse à tel point qu'elle serait capable un jour d'automatiser, de remplacer finalement l'humain à tant de tâches, jusqu'à des tâches créatives, et c'est ce que je vais essayer d'interroger ici, autour d'un mythe un peu étrange, assez faux d'ailleurs. Et au contraire, je vais essayer de montrer, en tout cas par quelques exemples très simples, dont un tiré d'ailleurs d'Autodesk, et c'est d'ailleurs pas du tout voulu, comment au contraire l'intelligence artificielle peut nous aider à augmenter notre créativité plutôt que de la remplacer. Mais je commence par une image qui a un peu envahi Internet en 2015, où on nous a dit que les machines étaient devenues soudainement créatives. Alors je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ce type d'image en 2014 était développé sur, c'est un concours sur ImageNet, et c'est un générateur d'images conçu par Google qui s'appelle Deep Dream, vraiment rêve profond. Et à cette date, on a voulu rêver que les machines allaient être elles-mêmes capables de créer de manière autonome et d'imaginer. Et donc qu'elles étaient quelque part capables de créer ces formes d'images absolument hallucinogènes qui finalement n'étaient qu'un système très simple de computer vision où la machine était capable d'identifier quelques schémas sur des images et de les ressortir en plus grand. Et puis on s'est dit c'est dingue, les images en plus qu'on a l'impression qu'elles rêvent, les machines, principalement de chiens et de chats. C'est surtout que le générateur a été entraîné sur ImageNet qui avait une majorité d'images de chiens et de chats. Donc notre imaginaire était finalement bien sûr représenté et c'était plutôt nous qui en rêvions à l'origine. Et pour vous montrer quelques autres exemples comme ça, de cas où on a pu dire que l'intelligence artificielle allait générer une nouvelle forme d'imaginaire, allait devenir même créative, il y a des exemples que je trouve intéressants qui ont rechargé le rêve de la science-fiction, de deux plus grands du XXe siècle, à savoir Robot Dreams d'Isaac Asimov, et aussi évidemment Do Androids Dream of Electric Ships de K. Dick, où on était parti de ce rêve de dire que finalement un jour la machine irait jusqu'à plus loin qu'une sorte d'intelligence convergente, rationnelle, et à être capable d'imaginer. Et ces quelques exemples, pour moi, ce qui me font assez rire, c'est qu'ils sont toujours liés à une forme finalement de copie du monde réel. On fait des images en translation, on fait devenir un zèbre d'un cheval, ou alors, et ça je trouve assez intéressant, un papier récent d'Isola, notamment en 2017, où on voyait comment on était capable, avec des réseaux de neurones, de faire une translation d'une peinture vers une photo. Alors vous avez beaucoup vu l'inverse, comment une machine va même pouvoir s'inspirer d'un style de Van Gogh pour recréer à partir de n'importe quelle photo un nouveau Van Gogh. Et là, il y avait l'envie inverse de se dire comment, à partir d'une image peinte, on peut essayer de retrouver quelle aurait été la photo d'origine. Donc demander un travail créatif, si vous voulez, à la machine, de retrouver une forme d'image originelle, je trouvais intéressant. Il y a un truc que je trouve assez fascinant d'un chercheur de Google, Mike Tika, qui travaille sur ce qu'on appelle des GAN, des Generative Adversarial Network, pour créer ces portraits qui sont totalement imaginaires. C'est-à-dire que ce sont des portraits de personnes qui n'existent pas. La machine n'a pas représenté un être humain qui posait devant elle, mais il y avait un premier réseau de neurones, première intelligence artificielle, si vous voulez, qui générait un certain nombre de portraits, d'images, à partir d'images et de portraits qu'elle avait apprises sur Flickr. Et puis, en face de ce générateur d'images, il y avait une autre intelligence artificielle, un autre réseau de neurones qui lui discrimine, en se demandant à chaque fois justement si l'image que propose le premier réseau est assez proche de la réalité. Et quand elle ne l'est pas, il la sanctionne, et au fur et à mesure, ça donne des images de plus en plus précises, parce que les deux réseaux se combattent l'un l'autre pour devenir de plus en plus puissants.
et propose ce type d'images qui sont assez impressionnantes quand on sait justement qu'il n'y a pas de vrai portrait, il n'y a pas de vraie personne, si vous voulez, qui aurait posé derrière un portrait pareil. Et alors tout ça, ça donne, ça relance une sorte de mythe que je trouve assez dangereux, mais qui est intéressant d'interroger, autour de la singularité. Alors, singularité, c'est même le nom d'une université et le nom d'un média en ligne que je déconseille, mais qui est intéressant parce qu'il évoque la manière dont potentiellement, vous savez, la singularité, en gros, c'est ce moment, c'est un truc qui vient de la science-fiction, un concept, qui date le moment où la machine sera en tout point supérieure à l'homme. Dans toutes les tâches de la vie quotidienne, on sera dépassé individuellement, collectivement, etc. Ray Kurzweil s'est même amusé à dire que ce sera en 2045, il a dit finalement c'est 2029, bref. Et évidemment, du coup, dès qu'on parle de machines créatives, on rentre dans l'idée que ce qui était peut-être le dernier bastion de l'homme, là où les machines seraient, comme aux révolutions industrielles précédentes, capables d'automatiser des tâches peut-être à faible valeur ajoutée, finalement la créativité sera libérée, etc. Et non, au contraire, pour ces penseurs, on serait même dans l'idée de construire des machines créatives qui nous permettraient pour eux de nous délaisser d'un certain nombre de tâches, même créatives, et pour d'autres peut-être de créer l'anxiété suprême, de se demander finalement à quel bastion l'humain peut se rattacher en dernier. Et donc ce titre typique de penser que finalement peut-être la prochaine frontière de la créativité appartient aux machines, pour moi évoque ce danger très simple qui est de considérer que la machine est en fait en train de remplacer l'homme dans toutes les tâches et qu'on la design du coup pour faire ce que l'on faisait déjà, sans jamais se demander ce que la machine peut nous aider à faire en plus, en mieux, et tout simplement à augmenter notre créativité. Donc ce qui est drôle, c'est que ces sujets-là, ils apparaissent en fait depuis super longtemps. Ce concept de singularité, d'ailleurs, il apparaît en 82, mais l'idée que les machines pourraient avoir de l'imagination, être vraiment créatives, et qu'on irait jusqu'à simuler au-delà de l'intelligence humaine une forme d'imagination humaine, c'est des papiers de recherche qu'on trouve dès 1969 chez Kaufman, par exemple. C'est des fantasmes qu'on voit chez Richard Taylor, que vous connaissez peut-être, qui est un physicien qui a créé le Pollock-Kaiser, qui a voulu représenter ou refaire des images, des peintures de Jackson Pollock avec une machine où il expliquait finalement qu'on pouvait retrouver le mouvement de Jackson Pollock de manière assez simple et avec un bras robotique pour le coup plus qu'artificiel, être capable de retrouver, vous savez, ce coup de génie du dripping de Pollock. Et ce qui est intéressant dans tous ces schémas, en fait, c'est qu'on ne cherche pas à créer quelque chose de nouveau à chaque fois, mais bien à représenter à partir de ce que l'homme a fait quelque chose de similaire et de se mesurer à ça, qui est pour moi un des grands pièges de l'intelligence artificielle, qui est d'être toujours sur le comparatif à l'étalon homme, savoir qu'est-ce que l'on fait par rapport à l'humain, à quel moment est-ce que l'on est identique à l'humain, un tout petit peu meilleur, etc. Au lieu de chercher à faire tout simplement autre chose. Et alors là, je me permets d'ajouter, pour finir sur ces éléments d'œuvre d'art, une œuvre que je trouve très intéressante, qui du coup pour moi positionne de manière un peu plus fine ce que peut être l'art à notre époque dans le champ de la technologie et de la robotique. C'est une œuvre de Felipe Villas-Boas qui représente ce bras robotique, qui réalise ce bras robotique qui copie à l'infini I Must Not Hurt Humans, qui est du coup une œuvre d'art très simple. Le bras robotique n'est pas compliqué, il écrit, il n'y a pas de performance surhumaine là-dedans. En revanche, il interroge peut-être de manière intéressante le mythe que l'on a autour de cette machine qui pourrait nous dépasser et nous permet, et c'est peut-être là le but de l'art, de nous interroger sur l'histoire qu'il y a eu avant. Pourquoi est-ce que cette machine, finalement, a à répéter un petit peu sa punition, c'est le titre de l'œuvre d'ailleurs, de ne pas blesser les humains. Donc je trouve que c'est assez intéressant parce qu'on voit qu'on peut sortir très simplement du mythe d'une machine qui va aller nous remplacer pour voir qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre pour nous. Et moi, l'analogie, le mythe que j'aime bien recharger, il vient plus de la science-fiction. Pour se dire, ok, très bien, on peut permettre aux machines d'apprendre à faire ce qu'on fait déjà jusqu'à la création, passionnant, mais à quoi bon? Comment est-ce qu'au contraire, on peut aller se demander ce que la machine pourrait nous permettre de faire de mieux, de plus, d'autres. Et du coup, si on reprend une analogie que je propose ici liée à Star Trek, moi ce que j'aime bien considérer, c'est que, alors pour les fans de la série, je suis désolé, je vais expliquer en 10 secondes, mais Star Trek, à bord du vaisseau Enterprise qui doit aller chercher la vie à travers la galaxie, est commandé par un être humain, le Captain Kirk, à droite, et à gauche, il est secondé par Spock, qui est un Vulcain, si vous voulez, une sorte de probabiliste statisticien parfait qu'on pourrait comparer à une intelligence artificielle. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'ils n'essayent jamais de se ressembler, ils n'essayent jamais de devenir l'identique de l'autre, et ils essayent simplement de voir comment est-ce qu'à deux, ils peuvent le mieux gouverner ce vaisseau.
Et le commandant, c'est bien l'humain qui, à chaque fois, pose une commande à sa machine, Vulcan, à Spock, et de lui demander est-ce que je peux passer par cette faille, par exemple, est-ce qu'on va survivre ou par là. Et Spock, en une fraction de seconde, est capable de dire il n'y a qu'1,7% de chance de passer, mais évidemment, l'intuition humaine, sa créativité peut-être, du côté de Kirk, fait qu'il va quand même prendre cette direction et que ça va finir par marcher, parce que Star Trek reste sans doute une des dernières science-fiction positives. Et ce schéma m'intéresse beaucoup parce que vous voyez du coup que vous avez à l'input l'humain dans la commande, à l'output encore l'humain qui doit définir et choisir parmi les scénarios qui sont proposés, générés très rapidement par la machine. Ce que ça veut dire, c'est que c'est un modèle très simple pour penser en amont la manière dont on construit, dont on design l'intelligence artificielle, pour s'assurer de la prise de commande, de la prise de décision de l'humain et de la manière dont il va, in fine, choisir parmi les propositions. Et du coup, un des cas très concrets de réalisation autour de l'intelligence artificielle que je trouve passionnante dans le champ de la création, qui pour moi transparaît un peu dans ce type d'image, c'est le design génératif. Alors, le design génératif, vous savez, c'est la possibilité qui est donnée à un designer, un architecte, que ce soit un designer industriel ou autre, de pousser son imaginaire plus loin, parce que la machine va lui proposer toute une série de possibilités sur ses réalisations. Je vous montre une vidéo courte, qui est du coup une vidéo du logiciel Dreamcatcher d'Autodesk, qui permet, je pense, de bien mesurer combien, peut-être que le rapport IA-création n'est pas bien sûr dans une machine créative, mais dans une machine qui peut augmenter la créativité de l'humain. What if you could come up with thousands of options for a single design, without drawing? All of which meet specific goals set by the designer. And from those options, pick the one design that delivers on the most important criteria, the design you couldn't possibly have imagined. This is generative design, a technology that harnesses massive computing power, creating forms with precise amounts of material only where needed, achieving maximum performance while wasting nothing. But generative design can be about much more than simply turning out alternatives. Alors voilà, du coup, vous voyez là dans cet exemple, je vais essayer de faire vite pour bien tenir dans ces 20 minutes, la possibilité pour le designer tout simplement de déplacer son métier. On parle beaucoup du futur du travail, évidemment, de la manière dont l'intelligence artificielle serait capable de remplacer des tâches qui seraient à l'intersection, vous savez, de la répétition, de la mémoire, de la précision, là où les machines sont en général plus efficientes que nous. Bah là, on voit que même dans un métier créatif, finalement, dans le métier d'un designer industriel, bah, il y a une capacité, une possibilité, en tout cas, pour l'intelligence artificielle, d'aller augmenter le métier du créateur. Et d'ailleurs, si l'on voit bien ce qui se passe ici, le créateur devient curateur. Parce que ce qui se passe, c'est qu'au lieu d'imaginer 5, 6, 7 versions de drones qu'il coucherait sur le papier, avant d'essayer d'en réaliser une ou deux, puis de revenir en arrière si le dessin ne pouvait se réaliser dans le monde réel. Ce qui se passe là, c'est l'inverse, qui est d'ailleurs pour moi une rupture fondamentale du monde de la création depuis des millénaires, peut-être la rupture fondamentale, c'est que le designer se trouve dans la possibilité d'entrer simplement les paramètres de vol de sa machine, de son drone. Vous avez vu derrière, Dreamcatcher propose au designer des centaines de différentes versions du drone, dans ces nuages de points, à travers lesquels le designer va faire une curation. Il va choisir, il va mettre des filtres pour justement sélectionner le type de drone qui l'intéresse le plus de développer. Et ce passage de créateur à curateur, pour moi, est quelque chose qu'on voit dans le monde de la création, qui est rendu possible par ce type de logiciel, comme Dreamcatcher, et que l'on peut généraliser à tant d'autres métiers. Et alors, pour faire assez court sur des initiatives sur lesquelles nous sommes engagés et que je trouve assez intéressantes sur la manière dont on peut dire aujourd'hui que l'intelligence artificielle augmente aussi notre créativité ou notre capacité à envisager des solutions pour des grands défis de société. Je vous parle brièvement de deux cas, XPRIZE et l'ONU. La fondation XPRIZE, peut-être certains d'entre vous connaissent, c'est une fondation qui est basée à Los Angeles, qui a été fondée par Peter Diamandis, rejoint par Elon Musk, Larry Page, tout ça, qui en fait se dit comment ça se fait qu'on ne change pas le monde aujourd'hui. A priori, on a accès à tous les grands défis de société, et on a une partie des solutions qui est très accessible en termes de démocratisation, qui sont un certain nombre de technologies qui accélèrent. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable d'utiliser ces technologies pour résoudre ces grands problèmes? Peut-être parce qu'on n'est pas incité à le faire. Peut-être parce qu'il est toujours plus rentable de créer un chatbot pour un service client que de vaincre la malaria. Et du coup, la fondation, ce qu'elle fait, c'est qu'elle design des X à résoudre, des grands défis de société, comme
justement vaincre la malaria ou d'autres cas que je pourrais évoquer, et cherche à financer les créateurs, les inventeurs qui trouvent la solution la plus folle, la plus créative pour trouver rapidement une solution. Et c'est ce qui a permis notamment de créer Virgin Galactic il y a 15 ans, en lançant pas mal de projets liés à l'espace. Et c'est ce que l'on voit aujourd'hui dans un certain nombre de cas, parce que sur l'intelligence artificielle, on a, avec IBM Watson, lancé un grand programme sur comment l'intelligence artificielle pourrait impacter positivement l'humain à un horizon 2020, et impacter en particulier 1 milliard d'êtres humains, donc que des projets extrêmement massifs. Et le dernier projet qui vient d'être lancé avec Anna, All Nippon Airways, c'est un projet sur les avatars qui va faire le lien avec la présentation suivante, sur justement la possibilité peut-être de considérer le robot non pas comme Terminator qui va nous remplacer, mais au contraire comme un avatar, un robot, humanoïde ou non d'ailleurs, qui sera capable de réaliser des tâches à 100 km de distance de son opérateur qui sont trop dangereuses pour l'humain qui le commande. Donc par exemple, imaginez un chirurgien qui doit intervenir dans des zones délabrées, ou un pompier même, dans des zones en feu. Comment est-ce que ce pompier pourra opérer sa machine à distance pour qu'elle réalise tout simplement ses opérations à sa place? Alors le temps file, donc vous allez juste voir un tout petit bout de cette vidéo, mais vous pourrez découvrir plus tard. Et comme ça, je vais essayer de conclure rapidement. Donc voilà, ce qui est fascinant sur ce projet, je trouve, c'est qu'on se rend compte que pour réaliser quelque chose comme ça, donc concrètement, commander un robot à 100 km de distance qui réalise des tâches trop dangereuses à réaliser pour l'être humain, on se rend compte que toutes les technologies existent déjà. L'intelligence artificielle, les capteurs, peut-être des brain-machine interface, et en tout cas de la réalité virtuelle, de la robotique, tout est là. L'enjeu, c'est de l'intégration. Savoir comment est-ce qu'on va être capable justement de faire converger ces technologies vers un objectif assez massif qui nous tire tous vers le haut et qui en plus, je m'en rends compte depuis plusieurs mois, permet à ces différents laboratoires de se connecter sur un projet qui fait vraiment synergie. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Et enfin, en 2 mots, effectivement, tu l'introduisais, merci beaucoup. On a la chance de participer à une commission de l'ONU qui s'appelle AI for Good, qui avait pour objectif, créé il y a déjà 3 ans maintenant, de voir comment l'intelligence artificielle permet d'accompagner la résolution des 17 grands objectifs de l'ONU pour une société apaisée, prospère au XXIe siècle. Ce qui est fascinant, on a la chance de mener effectivement les groupes de travail sur le futur de la ville et le futur du lieu de travail, c'est de voir à quel point, sur tous ces sujets, l'intelligence artificielle augmente la capacité de 33 agences des Nations Unies à aborder différemment leurs résolutions. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle est bien cette general purpose technology, comme l'électricité au siècle passé, qui est capable d'innerver tous les champs de l'industrie, tous les champs de nos vies concrètement, pour augmenter notre intelligence, chercher à avoir plus d'impact. Et par exemple, on vient de démarrer un projet, je ne vous montrerai pas par faute de temps, sur l'analyse de l'imagerie satellite pour résoudre les grands défis de société. On se rend compte qu'aujourd'hui, avec la masse de données d'images satellitaires disponibles, on est capable de prédire un certain nombre de choses extraordinaires qui étaient inaccessibles à l'humain rivé sur le sol, comme par exemple l'émergence d'inondations massives, ou même de prédire, et c'est un projet que Stanford a initié en fin d'année dernière, des zones de pauvreté, pour pouvoir faire un suivi justement du premier objectif des Nations Unies, qui est de empêcher la progression de la pauvreté et même de réduire à 0 la pauvreté d'ici 2030 dans des régions extrêmement en difficulté. Et tous ces projets montrent bien comment, notamment par l'image satellite et l'analyse d'images satellites, on est capable de faire des choses qui étaient tout simplement inaccessibles à l'homme jusqu'ici, qui nous permettent de penser des solutions que l'on n'aurait pas osé imaginer plus tôt. Voilà, donc je pense que l'enjeu évidemment ici, c'est de s'interroger sur la capacité que l'on aura avec la machine de trouver de nouveaux modes de collaboration, de ne surtout pas penser à son remplacement, mais à voir les opportunités d'augmentation, et je l'espère, d'aborder du coup des défis que l'on n'osait pas encore regarder jusqu'alors, pour vraiment penser de nouveaux modèles économiques et sociaux. Merci beaucoup.